Donc pour ça, donc il y a tout un protocole d'extraction où je ne vais pas rentrer dans les détails, où en général on reçoit un échantillon, on fait une extraction, et à partir de cet extrait, on va faire une mesure d'activité biologique, donc c'est le résultat que je vous ai montré, et une analyse chimique, je vais dire un peu classique, en essayant de rechercher dans les extraits des molécules que l'on sait être des perturbateurs endocriniens. Donc en faisant ce type de travail, on a pu, par exemple, pour l'activité estrogénique des eaux d'une station d'épuration, de façon à peu près générale, hein, c'est les résultats globaux que je vous indique, pu déterminer que dans les eaux, l'activité estrogénique est plutôt due à des estrogènes humains et essentiellement de l'estradiol et de l'estrone pour tout ce qui est la phase, disons, la partie normale, peut-être un peu plus estriol pour les conjugués. Mais surtout, hormones humaines en fait. Pour la partie sédiments, alors là, on a plutôt pu attribuer l'activité à une pollution anthropique comme les alkylphénols, le bisphénol A ou certains pesticides. Mais en gros, pour l'activité estrogénique, on arrive en général à expliquer entre 20 et 100% de la contamination. Donc a priori, on a identifié toutes les molécules responsables de cette contamination. C'est un peu vrai également pour l'activité dioxine. L'activité dioxine est essentiellement due à des HAP. On explique une grande partie de l'activité. Donc en gros, on sait qu'est-ce qui limite ces activités. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est les deux autres récepteurs. Parce que là, par contre, la première étape de l'analyse ne nous a pas permis d'identifier quelles sont les molécules responsables de ces activités. On ne sait absolument pas pourquoi, dans certains sites, il y a une très forte activité PXR. L'analyse chimique classique ne nous a rien permis d'identifier. Donc là, on est obligé d'aller un peu plus loin dans l'analyse. C'est-à-dire que l'analyse directe des produits qu'on sait être des perturbateurs endocriniens ne permet pas d'expliquer l'activité. Donc là, on est obligé d'aller vers un essai d'identification de ces molécules qui sont inconnues, en fait. Hein, là, il va falloir identifier qu'est-ce qui médie l'activité. Et pour ça, il faut purifier. Alors la purification, c'est un extrait, c'est un mélange complexe de molécules. Donc la purification, c'est par exemple faire du fractionnement. Donc un premier fractionnement avec mesure d'activité dans les différentes fractions, analyse chimique, et si ça ne suffit pas, un hyperfractionnement pour essayer vraiment d'arriver à une molécule unique dans la fraction, ce qui sera plus facile à identifier. Donc en faisant ce type de travail, donc l'équipe de l'INERIS dirigée par Céline Baïdaïssa a par exemple vu dans le cycle de Réveillon que c'était la préfraction FE3 qui contenait le plus d'activité PXR. En hyperfractionnant cette fraction, donc ça va être, pardon, je me suis trompé, c'est la 335, ils ont pu identifier un produit responsable de l'activité PXR et en commandant ensuite ce produit pur, vraiment établir son profil d'activité. Et maintenant, on va pouvoir travailler sur ce produit-là pour voir les effets plus spécifiques de ce produit-là. Donc ça avait été identifié par hyperfractionnement parce qu'on était arrivé à une hyperfraction où il n'y avait qu'un produit dans la fraction. Il arrive que ça ne suffise pas parce que les hyperfractions peuvent avoir plusieurs activités ou plusieurs produits. Et dans ces cas-là, ce qu'on introduit comme technique, c'est une technique par chromatographie d'affinité. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on est capable au laboratoire de produire les récepteurs nucléaires, une partie des récepteurs nucléaires. On produit ça dans le colis, dans des bactéries. On accroche ça sur ce type de colonne et on va faire passer des réfractions. Et normalement, seul le produit qui est actif sur le récepteur va s'accrocher sur cette colonne. Tout le reste va pouvoir être lavé, pardon. Et quand on va élever, normalement, on devra avoir un produit pur. Donc ça, c'est la théorie, hein, ça ne marche pas toujours. Mais par contre, j'ai un exemple où, pour l'activité estrogénique, on a pu, dans une fraction complexe, donc c'était la F2, on a pu, à partir d'hyperfraction F2 30, 31 et 32, identifier deux alkylphénols responsables d'activité estrogénique. Donc voici pour les activités PXR et un peu estrogéniques, ce que l'on a pu faire. Un autre souci que l'on a, c'est l'activité androgénique. On ne comprend pas pourquoi il y a... si, on sait qu'il y a une activité anti-androgénique médiée par certaines molécules comme les bisphénols, les alkylphénols, certains pesticides. Par contre, ce ne sont pas ces produits-là qui médient cette activité anti-androgénique. Donc là, on a essayé différentes techniques et on a des problèmes expérimentaux qui font qu'on n'arrive pas à purifier ces fractions-là. Donc pour l'instant, je ne peux rien vous dire là-dessus, on est encore en train de travailler dessus. Ce que je vous montre, ce sont vraiment des résultats actuels, en cours.
Donc pour l'activité anti-androgénique, on n'avait pas été capable d'identifier. Et là, les résultats que je vais vous montrer concernent l'activité androgénique. Alors ça a été un résultat assez surprenant, parce qu'a priori, on ne connaît pas d'androgènes actifs rejetés dans l'environnement au niveau anthropique. C'est pour ça que nous, on s'est demandé si ces molécules androgéniques ne pouvaient pas être des androgènes humains, comme il y a une pollution estrogénique humaine qui est bien connue, estrone, estradiol. On s'est demandé si ça pouvait pas être de la testostérone, de l'hydrotestostérone, de l'épandrostérone, des androgènes sécrétés par les hommes, en fait. Donc on a fait une étude sur différents sites, de petites villes ou de grandes villes, où on a mesuré des activités estrogéniques, et là on a observé un profil à peu près identique, c'est-à-dire en gros, il a toujours le même type de pollution estrogénique. Par contre, en étudiant les mêmes sites pour l'activité androgénique, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des différences de concentration d'activité androgénique. Ça, c'est dans la partie plutôt grande ville, et ça, c'est la partie petite ville. On s'est rendu compte qu'il y avait une forte activité androgénique agoniste. Donc là, on a essayé de faire des caractérisations indirectes, et par exemple, on s'est rendu compte que l'activité estrogénique et l'activité androgénique pouvaient être séparées, donc elles n'étaient pas dues aux mêmes hormones. Ça nous a conforté dans le fait qu'on avait affaire à des androgènes humains, ce qui n'est pas très connu en fait. Alors le problème, c'est qu'on a caractérisé la plupart des androgènes humains, on a mesuré leurs activités, on les a ensuite mesurés dans les échantillons environnementaux, et par contre, on n'arrive pas à expliquer plus de 5%, voire 2% de l'activité androgénique. Donc ce que l'on pense, c'est que c'est bien des androgènes humains qui médisent ces activités androgéniques, mais ce ne sont pas les androgènes, disons, connus, classiques. Donc soit c'est des androgènes qu'on n'a pas encore identifiés, soit c'est des produits de transformation. Et les techniques d'analyse ne permettent pas de les identifier. Donc là, ce qu'on est en train de mettre au point, c'est le même. Je vous ai parlé de chromatographie d'affinité tout à l'heure pour le récepteur des estrogènes. On est en train d'essayer de mettre au point une chromatographie d'affinité pour le récepteur des androgènes et pour identifier ces produits. Alors quand même, pour ne pas finir sur un résultat trop négatif, on s'est rendu compte que ces échantillons qui avaient une activité androgénique avaient aussi une activité glucocorticoïde, progestative et minéralocorticoïde. Donc, pour avoir tout ce panel d'activités, on suspecte que c'est vraiment des molécules naturelles. Et on a pu mettre en évidence, cette fois-ci, donc par hyperfractionnement, que la préninolone, en fait, qui est un précurseur des hormones stéroïdiennes, c'est juste après le cholestérol, avait une très forte activité antiminéralocorticoïde. Ça, c'était absolument pas connu, c'est un résultat vraiment inattendu. En fait, en faisant une étude donc, sur un échantillon environnemental, on a pu montrer qu'un stéroïde naturel, précurseur des autres stéroïdes, avait une activité antiminéralocorticoïde. Ça, c'était complètement inattendu. Donc, juste vous montrer qu'on peut quand même identifier et puis même avoir des retombées qui ne sont pas que environnementales. Donc, voilà où on en est actuellement. Donc, juste vous dire un mot sur le fait que cette production de récepteurs nucléaires pour capturer des molécules environnementales présentes dans les échantillons d'eau, on peut l'utiliser également pour bien comprendre le mode d'interaction de ces perturbateurs endocriniens avec les récepteurs nucléaires. Donc, les récepteurs nucléaires ont été déjà cristallisés avec des hormones naturelles ou avec des ligands pharmaceutiques. Donc, ici, vous avez l'estradiol dans la poche du récepteur. Et donc, on utilise actuellement cette technique pour essayer de comprendre comment un perturbateur endocrinien se lie à un récepteur nucléaire. Ça, si vous voulez, c'est pour bien comprendre le mode d'activation, mais ça peut permettre également de trouver des produits de substitution. Par exemple, on cherche actuellement des produits de substitution au bisphénol A, de comprendre comment le bisphénol A va se lier sur un récepteur et l'activer, permettra de choisir un autre bisphénol qui ne sera pas capable de l'activer. Donc ça, c'est des études qu'on a en cours actuellement. Donc on a pu cristalliser le bisphénol A dans la poche du récepteur. Bon, il ne se lie pas complètement sur l'estradiol. Juste pour vous dire qu'on peut produire d'autres récepteurs nucléaires, et par exemple ça, c'est des organoéteins qui se lient de façon covalente au récepteur nucléaire, à un endroit qui est l'hélice H11 pour le récepteur adversaire, et à un endroit qui est l'hélice H3 pour le récepteur PIPA. Donc, on arrive en fait à mettre en évidence des modes de liaison qui sont différents des hormones naturelles. Voilà. Donc j'ai fini l'exposé. Je vais laisser un peu de temps pour les questions. Donc juste une dernière diapo, la diapo la plus importante, pour vous montrer que ce n'est pas un travail réalisé par une seule équipe. On ne peut pas travailler sur les perturbateurs endocriniens à une seule équipe. Il faut vraiment, disons, arriver à associer des compétences très différentes.
Bon, il faut que je remercie d'abord les acteurs. Donc, les acteurs actuels, Abdel Bouladouf, Marina Limandi, Vincent Carabiès, passé Virginie Gollet et j'ai oublié Sonia Danino. Donc, les producteurs. J'ai essayé de montrer que c'était comme un film. Donc les producteurs sont les gens qui financent, donc le programme 189 de l'environnement, la NRCESA et le NRPE. Et maintenant, les collaborateurs. Donc pour les échantillons environnementaux, on a la chance d'avoir une très bonne collaboration avec l'INERIS, donc Céline Mataïssa et François Brion, Hélène Fenet et Léna Gomez ici à Montpellier, pour les steppes de Montpellier, Guillermo Hernandez pour des steppes qui étaient situées sur Narbonne, et maintenant elle travaille sur Toulouse. William Bourguet pour tout ce qui est modélisation de l'interaction d'un récepteur nucléaire, cristallisation et aide à la production de ces nouveaux récepteurs. Donc c'est quelqu'un qui nous donne un grand coup de main pour la mise au point de la production du récepteur des androgènes. C'est l'étape difficile et préliminaire de cette technique d'identification. Et enfin, le travail important fait en analyse chimique. Alors je suis passé un peu dessus parce que je ne suis pas un spécialiste, mais autant rechercher des molécules connues, c'est relativement facile, autant identifier des nouvelles molécules, c'est beaucoup plus difficile. Et ça fait appel à de nombreuses techniques, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste de ces techniques. Voilà, je vous remercie.